la chaise sur la commande publique et comment mettre un peu plus d'innovation dans la commande publique. Pierre a déjà géré un projet pour nous sur les usages du PIB et si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à aller voir, lire ou relire son rapport sur les usages du PIB qui est tout à fait d'actualité en ces temps de discussion sur le PIB et la croissance. Bonjour, vous allez donc avoir une présentation de ce projet. L'idée de départ de ce projet, c'est qu'il n'y a pas de transition, la transition que nous souhaitons vers un monde décarboné, sans innovation. Alors je ne sais pas si l'innovation ressemble à cette image, mais il est à peu près sûr que les objets que nous utilisons seront plus durables, pour faire le lien avec ce qu'a dit Christophe tout à l'heure. Les services vont évoluer, les modes d'organisation vont évoluer, nos comportements, voire nos systèmes de valeurs. Donc, premier point, pas de transition sans innovation. Deuxième point de départ, une bonne partie des choses qui doivent évoluer dépendent de la puissance publique. Alors, je ne parle pas de la puissance publique comme capacité à faire des lois et des règlements, je parle de la puissance publique comme opérateur. Donc, ces gens qui ont des hôpitaux, des écoles, des universités, des systèmes de transport collectif, de chauffage urbain, d'éclairage public. Et donc, la puissance publique est un opérateur de la transition et la puissance publique aussi doit procéder à de l'innovation. Mais qui dit puissance publique dit marché public. C'est là que ça se complique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir un maire et lui dire « je vais installer des pompes à chaleur dans votre école, ça va être beaucoup plus facile, on top là et puis on y va ». Il y a des règles, il y a un certain nombre de principes qui s'appliquent. 3 principes intangibles. Liberté d'accès à la commande publique, c'est extrêmement important parce que on verra plus tard que la commande publique, c'est quand même géré au niveau européen et que la liberté de l'accès, c'est une des composantes de la création du marché unique européen. Donc il est absolument fondamental au niveau européen qu'une entreprise espagnole puisse répondre à un marché, à un appel d'offres français et vice-versa. Et donc la liberté d'accès, c'est un principe très fort. Donc il faut toujours faire une publicité des appels d'offres que l'on veut lancer. Et il ne faut faire aucune forme de ségrégation pour les marchés publics. Deuxième principe très fort, l'égalité de traitement. On traite chaque candidat, bien sûr, de la même façon. Et transparence des procédures, transparence des critères de choix, transparence de la façon dont on amène à choisir un tel ou un tel. Comme souvent, sans faire trop de gentil administratif, 3 principes simples, ça donne lieu à un certain nombre de lourdeurs dans la déclinaison. Donc pour tout ce qui est marché ouvert, marché à bon de commande, marché à tranche conditionnelle et ainsi de suite, tout ça, ça relève du Code des marchés publics, qui est quand même un pavé assez épais. Vous avez la loi Sapin, qui, elle, concerne les délégations de services publics. Ce n'est pas dans le Code des marchés publics, c'est encore autre chose. Et puis, le Code général des collectivités territoriales traite, lui, des contrats de partenariat ou des fameux PPP, dont vous entendez souvent parler. Donc, 3 grands principes. Une déclinaison sous forme de code, assez lourd. Alors souvent, ces codes, excusez-moi de préciser, ils sont souvent en amont, il y a des directives européennes, il y a un certain nombre de cycles de directives européennes. Là, il y en a qui viennent d'être renouvelés début 2014, et on est en phase de transposition de ces directives. Alors, tout ça, c'est pas pour rire, hein. L'arsenal juridique pour vérifier que ces principes de commande publique sont bien mis en œuvre, il est assez lourd. Corruption passive, bon, les abonnés de Mediapart connaissent ça par cœur. Hein. Corruption passive, corruption active, trafic d'influence, conclusion, délit de favoritisme. Juste pour information, corruption passive, je ne le savais pas, donc on le saura, c'est l'entrepreneur qui est passif. Corruption active, c'est l'entrepreneur qui est actif. C'est comme ça qu'il faut lire les choses. Donc il y a un arsenal juridique très très important. Et notamment, j'insiste un peu sur le délit de favoritisme, parce que c'est quelque chose d'assez rare dans le droit. C'est que même s'il n'y a pas d'avantage, si vous n'obtenez pas d'avantage du fait de votre attitude pendant le traitement du marché, mais simplement parce que vous avez, par votre attitude, vous avez fait en sorte que les 3 principes que j'ai exposés n'ont pas été respectés, de transparence, d'égalité de traitement, ainsi de suite, ça constitue un délit. Dans tous les autres cas, corruption passive ou active, il y a quand même une forme d'avantage qui est obtenu. Là, le simple fait de rompre les principes des marchés publics vous expose à un délit. Alors après, il faudra qu'on vérifie peut-être avec l'équipe
comment s'applique la jurisprudence, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement lourd qui pèse sur les acheteurs publics et les décideurs. Alors vous voyez bien que dans ce contexte, l'innovation, elle a un peu de mal à trouver sa place. Hein. Le principe majeur, quand on discute avec des gens qui passent des marchés, c'est quand même est-ce que tout ça, ça va être légal? Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes avec ma procédure? Et ce n'est pas un contexte favorable à l'innovation. En fait, que se passe-t-il? Il faut, le principe de base, c'est la transparence et la rigueur des choix. Donc, les acheteurs publics essayent de faire des cahiers des charges précis, des critères précis, pour pouvoir justifier du choix de la personne à laquelle ils vont confier la création d'un logement ou d'un service de gestion de déchets. Et du coup, les réponses sont assez homogènes et on ne peut pas vraiment innover dans ce contexte-là. Donc il y a une espèce on est dans ce cycle qui n'est absolument pas favorable à l'innovation. Alors, bon, je suis un peu sombre, un peu négatif. Il y a quand même des gens qui arrivent à s'en sortir. Il y a quand même des acheteurs publics qui ont envie d'innover et qui arrivent, malgré la procédure, bien sûr, à faire des choses intéressantes. Je prends un exemple, l'Autolib. On a eu droit à un exposé sur l'Autolib. C'était totalement innovant. Personne n'avait fait ça dans le monde. On ne savait même pas s'il y avait des voitures qui permettraient de remplir le service à l'époque où ça a été lancé. C'est une forme de délégation de service public. Donc c'est une forme de marché qui favorise quand même l'innovation. Bon, il y a quand même eu 7-8 recours pendant cette procédure. Je vous rappelle que sur l'autre marché du Vélib, il y a eu un recours qui a amené à l'annulation d'un premier marché, recours de Co, qui lui a permis de répondre au deuxième appel d'offres et de gagner le deuxième appel d'offres. Donc on n'est pas dans un monde de bisounours là-dessus. Mais enfin, notons quand même c'est peut-être ce que disait aussi Guillaume, quand on veut, on peut. Il faut aussi donner le désir de la mer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait de nouvelles directives européennes en cours. En ce moment, le grand mot d'ordre au niveau européen, c'est l'innovation. C'est la seule façon, quoi. Si je fais très simple, de se protéger des Chinois et des Américains, innovant. Et donc, les directives visent à renforcer, à donner une capacité d'innovation à travers la commande publique. Donc, il y a un nouveau contrat qui a été créé, on le détaillera peut-être plus tard, le contrat de partenariat d'innovation, ça vient de l'Europe. Et en France, Montebourg avait lancé des choses. Il avait produit un guide pratique pour l'achat innovant. Donc ça s'est tourné vers les acheteurs pour leur dire il y a quand même quelques bonnes pratiques à prendre pour être sûr de ne pas reconduire toujours la même chose et refaire toujours la même chose, le même éclairage public avec des ampoules à 220 volts à baïonnette, et ainsi de suite. Et puis une plateforme des achats d'innovation où ils poussent chaque ministère à mettre des sujets sur la table en disant nous on aimerait bien que des PME viennent nous proposer des choses pour gérer les manifestations, gérer l'eau et ainsi de suite. Donc il y a un mouvement qui tend à favoriser l'innovation dans la commande publique. Il y a des choses qui se font au niveau européen et au niveau français. Alors le shift, on voudrait contribuer à cette dynamique en formalisant de nouvelles propositions. Le Shift Project. Alors, je vais vous présenter un panorama assez large de sur quoi on pense pour pouvoir identifier des propositions. Une première façon de faire, ce serait d'identifier les procédures les plus ouvertes à l'innovation en les faisant mieux connaître et en les bonifiant s'il y a matière à les bonifier. Je voulais parler de délégation de services publics, c'est déjà un système qui existe, qui est assez favorable à l'innovation. Mais il y a le droit d'initiative qui est un peu plus pointu, je parle de JV, il y a des acteurs publics qui fondent des JV avec des partenaires privés pour monter une société dans laquelle ils vont créer quelque chose. C'est des formes un peu plus tordues à côté des marchés publics pour innover. Bon, une première chose qu'on peut faire, c'est d'identifier les outils qui existent, essayer de les bonifier, essayer de diffuser leur usage. Une deuxième chose qu'on peut faire un peu dans la même veine, c'est de référencer les meilleures pratiques et d'agir plus donc sur la culture des acheteurs, peut-être d'aller jusqu'à un guide méthodologique. C'est sûr qu'il faut tendre à ce que les cahiers des charges soient les plus ouverts possibles. Donc des cahiers des charges de type fonctionnel et pas des cahiers des charges précis en disant je veux du carrelage de telle nature au sol et ainsi de suite. Mais je veux un bâtiment à énergie positive et puis on ne dit plus rien d'autre.
Des appels d'offres systémiques, bon, notamment les grands du bâtiment visent à ce qu'il y ait des appels d'offres pour l'aménagement d'un quartier complet, de façon à pouvoir innover aux interfaces, de façon à pouvoir utiliser les parkings d'un bâtiment d'immeuble pour les commerces du week-end ou pour utiliser la chaleur des ordinateurs des immeubles de bureaux pour chauffer la crèche à côté, et ainsi de suite. Donc des appels d'offres beaucoup plus ouverts. Développer le concept de marché de conception-réalisation. Il y a un seul marché où on peut, celui qui conçoit et celui qui va réaliser, ce qui n'est pas souvent le cas, celui qui conçoit, et une fois qu'il a conçu, qu'il a innové avec son client pour mettre au point quelque chose, on lui dit bon, ben maintenant on a un truc qui est drôlement bien, mais on va faire un appel d'offres pour savoir qui va mettre en œuvre ta bonne idée. C'est assez décourageant pour les innovateurs. Donc c'est une autre piste, donc plus sur un espèce de guide méthodologique. Après, on va sur des terrains plus dangereux. Donc, est-ce qu'on peut identifier des situations dérogatoires au principe même de la commande publique? Est-ce qu'on pourrait dire, dans certaines circonstances, compte tenu de la qualité de la proposition, la puissance publique peut toper avec une entreprise pour dire on y va? Alors, ça peut paraître un peu irréaliste pour les puristes du droit. Je vois des regards douteux. On va regarder si on peut aller jusque-là. Tout à l'heure, Olivier m'a dit « no way ». Mais on va voir. Et puis un autre terrain un peu dangereux qu'on aimerait quand même voir, c'est limiter la tension juridique qui pèse sur les acteurs publics, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le délit de favoritisme, c'est vraiment terrible. Hein, même si je fais quelque chose, même si je ne cherche pas à m'enrichir, même si je ne cherche pas à avoir un avantage, mais je n'ai pas respecté à la lettre les principes de transparence, de liberté d'accès, je peux passer en pénal. C'est quand même très très contraignant et ça freine un peu toute capacité d'initiative de la part de la puissance publique. Bon, donc si on pouvait, et là-dessus on vise surtout le délit de favoritisme à un peu l'assouplir ou à voir. Mais là aussi, c'est un terrain difficile. Alors, on souhaite, bien sûr, il faut travailler, vous voyez bien, avec des acteurs variés, donc les acteurs de l'État, la DAJ du ministère des Finances, des opérationnels, des entreprises qui sont ceux qui répondent à ces appels d'offres, des experts, des juristes. On est en train de constituer un réseau de personnes qui sont intéressées à ce sujet. On a mené quelques entretiens jusqu'à maintenant. On vise des résultats pour mi-2015. Et vraiment, on est ouvert à tous ceux qui veulent se joindre à cette réflexion, apporter leurs idées, leur expérience, pour soit au cours d'entretien, soit pour participer au groupe de travail que nous allons monter. Je vous remercie. Merci Pierre. Je précise qu'on a un document de présentation sur le projet piloté par Pierre. Il était sur une des tables à l'arrière et que nous attendons une publication courant printemps 2015 sur ce sujet.